Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va s'attaquer à la review du chapitre 40 de Dragon Ball Super. Oh putain, ce chapitre 40, qu'est-ce qu'il a fait parler de lui? Ce chapitre 40 a été critiqué, a été injurié par certains. Bon, je respecte tout avis, chacun est noble de faire son propre avis, etc. Et aujourd'hui, je vais vous émettre mon avis, ma critique sur ce chapitre. Alors je suis d'accord sur beaucoup de points, ce n'est pas le meilleur chapitre de Toyotaro. C'est clair, c'est même l'un des plus mauvais pour beaucoup de points. Mais j'ai pas compris votre réaction pour le cas Vegeta. Je pense que vous êtes à côté de la plaque sur ce power-up de Vegeta. Et je vais être honnête avec vous, j'ai lu plusieurs fois le chapitre de Dragon Ball Super pour me dire mais où Toyotaro veut m'emmener avec ce personnage de Vegeta. Vegeta avec cette aura qui est assez bizarre, qui me fait penser à quelque chose. Mais quelle est cette forme? Ce n'est pas le SSJ Blue Evolution, parce que au niveau Chara Design, c'est pas la même chose, Vegeta n'a pas les pupilles, etc. Mais il a cette aura qui ressemble étrangement au Kaioken. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Alors j'ai relu le chapitre et j'ai vu que Beerus, à aucun moment ne disait que Vegeta avait eu une nouvelle transformation. Il a été focus sur cette aura. Il a dit à Whis, qu'est-ce qui se passe avec l'aura de Vegeta? Elle a grave changé, elle a totalement changé. Et on va voir un Vegeta face à un Jiren ultra rapide. Un Vegeta qui va gagner en vitesse, en puissance. Et Jiren va le souligner, il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que avec Toppo, t'avais pas cette puissance, et là t'as une puissance de FDP. Et pour moi, juste avec ça, si on prend en considération que dans ce chapitre, Vegeta a développé inconsciemment une technique qui ressemble au Kaioken, et qu'il l'a couplé avec le SSJ Blue, ça change tout le chapitre. Ça change tout, parce que on le voit, ce que Toyotaro essaye de nous faire dire et penser dans ce chapitre, c'est que Vegeta et Goku auront leur propre chemin d'évolution à l'avenir dans la licence Dragon Ball Super. Et juste pour ça, je trouve ça magnifique. Je suis pas contre cette idée de voir un Vegeta qui aura sa propre branche d'évolution avec le SSJ Blue Evolution par exemple dans l'animé, et un Goku qui a l'Ultra Instinct, ça me dérange pas, parce que c'est vrai que l'Ultra Instinct en soi, eh ben ça va pas au personnage de Vegeta. Vegeta c'est un mec, il va te bourriner la gueule, il va réfléchir à son coup, il va te niquer la gueule. Goku, il est pas comme ça. C'est deux personnages totalement différents et j'adore cette idée de me dire que Vegeta aura sa propre branche d'évolution et on le voit avec cette technique qu'il a développée inconsciemment dans ce chapitre, bah c'est juste kiffant parce que peut-être qu'il s'est rappelé du Kaioken de Goku inconsciemment, dans son subconscient, et grâce à ça, eh bien ça lui a donné un power-up dans ce chapitre. Alors quand je dis qu'il se rappelle du Kaioken, je parle bien Arc Saiyan, parce que je vous rappelle, dans le manga Dragon Ball Super, Goku n'a pas le SSJ Blue Kaioken. Et d'ailleurs, dans toutes les découpes de planches où Vegeta va bourriner Jiren, j'ai l'impression de voir un Vegeta qui maîtrise plus ou moins un sort de Kaioken, parce qu'il va être ultra rapide, ses coups vont être puissants, il va réussir à faire ce que Goku n'a pas fait, blesser Jiren, et surtout, quand Jiren va le one-shot en un coup, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vegeta va perdre cette aura, mais va garder son SSJ Blue. Et pour moi, ça c'est un petit indice. Même si c'est pas dit officiellement que c'est une technique, que c'est quelque chose qui a été couplé, pour moi c'est grave un indice. Le fait que Vegeta perde cette aura comme s'il avait fini son temps, parce qu'on sait par exemple la technique du Kaioken c'est quelque chose qui est très furtif parce que sinon tu te blesses le corps. Et bah peut-être que cette technique de Vegeta est extrêmement pareil, c'est quelque chose qui est ultra rapide, ultra court en termes de durée, mais par contre elle est impactante et on l'a vu dans ce chapitre, il a blessé Jiren. Donc pour moi le cas Vegeta a été plus ou moins respecté dans ce chapitre, même si ça fait comme d'hab, c'est-à-dire un Vegeta qui va au casse-pipe, qui va affaiblir plus ou moins l'ennemi, donc là il l'a pas réellement affaibli, il l'a juste blessé et gratiné, et va se faire one shot en un coup. Bah c'est le Vegeta qu'on connaît à chaque fois, j'ai envie de dire. Faut même pas être choqué par rapport à ça, mais je trouve que Vegeta a plus ou moins brillé en parole, parce qu'il explique qu'il a toujours été un lot solitaire, qu'il a été dans le cosmos, qu'il a conquéri des planètes, etc. Et juste ça m'a fait sourire, entre guillemets, parce que ça a été la vie de Vegeta. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas totalement faux, ce qui a été dit dans ce chapitre. Donc pour moi, le personnage de Vegeta est clairement respecté dans son écriture. Même si certains ont trouvé qu'il n'est pas respecté, pour ma part, je suis pas choqué. Là où j'ai été plus choqué, par exemple, c'est le cas Toppo. Le cas Toppo dispo, là on peut en rigoler. Le cas C17 avec C18, là aussi on peut en rigoler, parce que c'est des choses qui ont été super mal écrites. Et on va commencer par le plus rigolo, on va parler des deux zigotos de l'univers 11, parce que franchement, c'était nul, c'était mal scénarisé, et j'en suis désolé, mais pour le coup, je trouve que ces deux personnages, Toppo et Dispo, n'ont pas été respectés, surtout Toppo en soi. Tu vois pourquoi? Parce que Toppo, c'est quand même le gars qui a été choisi par son Akaishin pour devenir le prochain Akaishin de son univers. Donc c'est un mec, normalement, tu vois, il aura des décisions importantes, tu vois, c'est pas comme s'il était président de la République où il aura le bouton pour appuyer sur la bombe nucléaire, mais presque. Pourquoi? Parce qu'il a le Akai, et il aura des décisions à prendre quand il aura son poste, c'est-à-dire détruire des espèces, annihiler des planètes, etc.
Et là, le gars, il glisse d'un caillou, frère. Non mais... Et c'est là où c'est vraiment chaud parce que pour moi, Toppo n'a pas été respecté parce que c'est pas n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Jean-Jean du 33 ou alors cette vieille meuf de Rébriane. Non, là c'est le mec qui va être le prochain Akaishin de l'univers 11 et on essaye de te faire croire qu'il est pas capable, qu'il n'a plus assez de stamina pour sauter de caillou en caillou et se sauver. Même pour Dispo, qui est un mec ultra rapide, il aurait pas pu faire... Non, c'est pas possible. Et en soi, c'est con parce que cette scène est dégueulasse pour ces deux personnages, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est belle pour Freezer? Parce que Freezer est clairement respecté, c'est un FDP, et là il joue clairement avec ses adversaires, et il s'en bat les steaks. Pour moi d'ailleurs, Freezer c'est l'un des personnages qui a été le mieux respecté avec Vegeta dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que quand il va se battre contre Jiren, on voit clairement qu'il va essayer de gagner du temps, de gratter du temps face à Jiren pour faire gagner son univers. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que Freezer, il est ce qu'il est, mais c'est un mec ultra intelligent. Et tu vois, le personnage de Toppo, c'était un gars quand même qui avait une certaine prestance dans l'animé, et cette prestance, on l'a pas retrouvée, comment dire, dans le manga, parce que il a été trop mis de côté en arrière-plan. On n'a même pas eu le combat avec Vegeta réellement, tu vois ce que je veux dire? C'était en arrière-plan dans le chapitre précédent et dans les autres chapitres, et c'est con en soi, parce que à la limite qu'il a pas eu sa forme Akaishin dans le manga, je m'en branle, parce que c'était une forme commerciale. On sait pas si les Akaishin ont des formes de transformation, etc. Mais je pense pas. Même le côté Akai de l'anime, c'était assez saoulant. Mais là, glisser d'un caillou, pour moi, c'est irrespectueux. C'est clairement irrespectueux et c'est vraiment j'abrège le tournoi du pouvoir parce que j'ai pas le temps et je suis pressé par la Shueisha. Donc en soi, on se plaint du chapitre, mais faut pas oublier que Toyotaro derrière a une pression éditoriale qui est juste ouf. Parce que on le voit, ça, c'est de la rapidité. Par contre, là où c'est pas excusable, c'est clairement le traitement de C17 et C18 parce que j'ai clairement rien compris. En soi, je vais être très clair, déjà l'effet de surprise sur l'explosion de C17, elle fonctionne pas pour tous ceux qui ont vu l'animé. T'es pas surpris de cette scène et tu sais très bien que ça va rien faire à Jiren, donc déjà on part avec quelque chose en moins. Là où c'est encore plus négatif pour moi, eh bien c'est clairement la réaction de C18. Et je l'ai pas compris, parce que faut pas oublier que C18 a une famille maintenant, tout comme C17, ils se sont remanisés, parce qu'à la base c'était des humains qui sont devenus androïdes, tu vois ce que je veux dire, qui ont été modifiés par le docteur Gero, tu vois le bordel. Ils ont retrouvé leur côté humain, et C17 va se confier à Krillin et à sa sœur entre guillemets, et va lui dire prends soin de mes gosses qui sont à côté de mon île parce que j'ai ma famille, et puis les deux plus grands ils sont un petit peu turbulents, donc fais gaffe à eux, moi je me fais péter pour l'amour de ma planète et pour ma famille. C'était beau, hein, les paroles de C17, j'ai adoré. Par contre, la réaction de C18, j'ai pas compris. T'as ton frère jumeau qui va se donner à la mort, et tu fais ouais ok, tranquille, je sais gérer les gosses. Quoi? J'ai pas compris. C'était plus impactant dans l'animé. Dans l'animé, la réaction de C18, elle était beaucoup mieux. Parce que ce n'est plus la C18 de l'arc Cell, Cyborg. Ce n'est plus ces androïdes méchants. Tu vois ce que je veux dire? C'est des gens que... ils ont une famille. Et là, j'ai pas compris, parce que pour moi, déjà, qu'on avait plus cet effet de surprise sur l'autodestruction de C17, et bah, de voir que c'était Krillin qui s'inquiétait plus pour le sort de la famille de C17 et C17 que sa sœur jumelle, j'ai trouvé ça complètement niais. Parce que je vais être honnête avec vous, si vous reprenez votre passage de Dragon Ball où vous voyez C17 se faire absorber par Cell, même si C18 n'avait pas eu une réaction en mode « Ah, mon frère se fait absorber !» bah elle avait eu un étonnement qui était plus expressif que là dans le tournoi du pouvoir. Alors que quand même là depuis ils ont une famille et tout le bordel, et ça je trouve que c'est pas réellement excusable, parce que là c'est une faute scénaristique mais réelle. C'est pas par manque de temps, par rapidité, par pression de la Shueisha, etc. Là c'est clairement qu'il a voulu donner une personnalité à C18 qui est pas du tout en adéquation avec le monde actuel de Dragon Ball. Puisque C18 depuis a évolué. Et ça pour moi ça fonctionne pas. Un autre truc qui reste discutable, c'est la fin de ce chapitre avec ce Goku qui a passé en Migate no Goku Kizashi, les signes de l'Ultra Instinct, comme si c'était un Super Saiyan. Ça, j'ai trouvé ça bof bof, tu vois ce que je veux dire? Parce que dans l'animé, on l'a vu, Goku a dû se remettre un petit peu dans le bain et surtout retrouver les symptômes pour passer sous cette forme. Là, il te le claque comme si c'était un Super Saiyan. J'ai trouvé ça vraiment... pas terrible, ouais pas terrible, parce que je trouve que Goku, là, depuis qu'il a le Migate no Goku Kizashi, déjà qu'il est pas beau visuellement dans le manga, je le trouve de moins en moins respecté. Franchement, j'ai préféré le traitement de Vegeta dans ce chapitre que Goku. Par contre, là où c'est ultra intéressant, c'est qu'on a un Jiren à la fin, qui passe au level supérieur, qui a l'air d'être inquiet par rapport à la forme de Goku. Alors peut-être que le chapitre 41 va être l'ultime rattrapage pour Toyotaro, parce que franchement, les deux derniers chapitres sont bancals.
moi pour moi ils sont pas réellement mauvais, il y a des très bonnes choses. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur le chapitre 40 de Dragon Ball Super, un chapitre mi-figue, mi-raisin, un chapitre qui est ni bon ni mauvais pour moi, c'est un chapitre qui est rushé. Toyotaro a une pression éditoriale, il a des maladresses parfois dans les dialogues, etc. Mais franchement, c'est pas dégueulasse. Ils sont où les fans qui, à l'époque, disaient que Toyotaro était la seule alternative à Dragon Ball pendant l'arc Zamasu, qui était juste énorme. Rappelez-vous de ces passages-là, honnêtement, parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé sur son Twitter, il y a 2 jours maintenant, des fans français qui ont été l'insulter ouvertement et qui lui ont dit des menaces de mort, j'ai trouvé ça dégueulasse, parce que même s'il y a des trucs qui ont été pas à votre goût, je trouve que cet homme ne méritait pas ces insultes. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé du chapitre en commentaire, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!